Bonjour à tous. Juste une petite vérification rapide pour savoir si le son est bon, si tout le monde entend bien, si vous avez bien le diapo qui s'affiche correctement chez vous. Et puis après, on y va. Merci. Je vois les pouces qui se lèvent. Super. Oui, moi j'entends bien. Merci. J'entends bien Merci. également. Super. Merci beaucoup. Et ben, du coup, je vous propose de démarrer tranquillement. Je vais commencer par me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Marie. Je suis conseillère parcours professionnel au PhD Career Center du Collège doctoral. Donc, moi, ma mission, hein, c'est de pouvoir accompagner les doctorants et les jeunes docteurs dans leurs réflexions sur leurs projets professionnels et sur la thématique de la poursuite de carrière après la thèse. Et c'est dans cette réflexion-là, en tout cas, qu'on a monté là, cette série de webinaires qu'on appelle les webinaires Connect Working World. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Tenzing Conseil pour cette 11e édition des webinaires Connect. Et donc, plus particulièrement, on accueille Mélanie Porte et Kertiga Sriskandaraja qui interviennent toutes les deux pour nous expliquer. Alors, attendez, j'ai un petit message qui s'affiche en même temps. Oui, alors par rapport à tout ce qui est sur enregistrement, pardon. Donc, tout ce qui est enregistrement, l'enregistrement a vraiment pour objectif d'être diffusé sur la page replay du réseau Alumni, hein. On ne va pas diffuser à grande échelle. L'objectif, c'est que la ressource de ce webinaire, elle soit disponible pour tout le monde, vous et les doctorants qui n'auront pas pu être présents aujourd'hui. Voilà, donc Kertiga et Mélanie donc, vont nous expliquer Tenzing Conseil, le cabinet, ses spécificités et leur manière bah, justement de recruter. Et puis plus spécifiquement, Mélanie va nous parler du poste hein, de consultante chercheuse. L'objectif, c'est d'avoir un webinaire assez interactif. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à poser vos questions au fur et à mesure où elles vous viennent. Pour ça, je vous laisse utiliser le chat. Posez vos questions et puis moi, je les lirai au fur et à mesure où elles arrivent et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon webinaire et puis je passe la parole du coup à Mélanie et Kertiga. Merci Marie pour cette présentation. Enchantée de vous rencontrer, même si on ne vous voit pas tous à travers l'écran. Donc pour présentation, donc moi je suis chargée de recrutement chez Tenzing Conseil depuis 1 an et demi. Et pour faire un peu la passerelle avec Bonjour, aussi bonjour. ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc moi je fais un parcours maths et économie avant d'arriver dans les ressources humaines. Donc on est un peu dans la continuité de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vraiment une approche par les compétences et pour vous montrer que euh, finalement, peu importe votre parcours et spécialisation, enfin, voilà, toutes les perspectives vous sont ouvertes. Donc, c'est un peu le sujet de notre présentation aujourd'hui, finalement, pour faire simple. Et donc, moi, c'est Mélanie Porte, enchantée également, ravie d'être là. Bonjour à toutes et tous. Et donc, moi, je suis consultante chercheuse au sein du cabinet que j'ai intégré en 2022. Et en fait, aujourd'hui, je vais surtout témoigner avec la casquette consultante plus que chercheuse, puisque les offres, en tout cas, au cabinet et l'enjeu là d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir sur ce, sur ce type de poste, en fait, de façon plus générale, c'est-à-dire consultant en cabinet de conseil. Voilà. Mais il n'empêche qu'au fil de la présentation, il y aura des éléments sur l'aspect recherche chez Tenzing, qui est aussi voilà, on en dira un peu plus, mais ouais, création de poste, donc une opportunité pour certains peut-être d'ouvrir cette voie dans d'autres cabinets, même si il n'y a pas d'offre spécifique là-dessus. Voilà. Et j'ai un doctorat de sociologie, je ne sais plus ce que j'ai dit, docteur en sociologie. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous aviez des questions particulières, des attendus par rapport à cette présentation? Mm. Marie, je ne sais pas si tu as des éléments de retour. J'ai juste une question, si au sens de chercheuse, une question de Robin Guillain, vous entendez que vous avez un poste permanent au CNRS ou autre? Alors, pardon, j'ai pas entendu. Vous... Non. Il y a Robin qui demande si au sens de chercheuse, vous entendez que vous avez un poste permanent au CNRS. Alors non, en fait, je suis toujours attachée à mon laboratoire en tant que jeune docteur.
pour 4 ans. Donc là, j'ai encore ce rattachement possible pour 2 ans et après éventuellement en tant que chercheuse associée. Mais là, non, la casquette chercheuse, c'est vraiment dans le cadre du développement d'un pôle R&D, d'un pôle recherche et développement en sciences sociales au sein du cabinet pour développer les connaissances scientifiques, enfin à la fois les connaissances scientifiques sur un sujet, mais aussi les connaissances du cabinet, voilà, avec une problématique qui est à la fois axée sur une résolution de problèmes concrets dans le monde professionnel et une résolution de problèmes scientifiques. Ça marche. Donc, Robin demandait si vous êtes en CDI dans le privé, à quoi j'ai répondu que oui. Oui. Ce que nous vous proposons aujourd'hui, peut-être pour le déroulé de cet entretien, enfin de cet entretien, pardon, de cet échange, c'est d'abord de vous présenter peut-être les particularités de notre cabinet à travers nos engagements. Et donc, on reviendra notamment sur notre engagement en lien avec le monde de la recherche et puis effectivement nos engagements sociaux. Et dans un deuxième temps, peut-être plus à travers le métier de consultant, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons à ce métier-là, donc pouvoir vous préciser les différences qui existent aujourd'hui, pouvoir aussi vous permettre de vous projeter ou non sur ce métier, parce qu'il n'est pas forcément fait pour tout le monde, mais voilà, vous interroger aussi à vous poser les questions pour construire votre projet professionnel après la recherche, dans la continuité ou sur des chemins parallèles. Mais voilà, en tout cas, c'est l'objectif aussi de cet échange. Donc, quelques chiffres pour vous représenter un petit peu l'histoire de Cleansing. Donc, aujourd'hui, nous, ça fait 7 ans, mais bientôt 8 ans qu'on existe. Donc, on a été créé en 2016. On compte aujourd'hui 60 collaborateurs au parcours divers et variés. Donc, on a des profils doctorants, designers, des profils issus des sciences humaines et sociales, des profils issus de la banque, du management de projet. Donc, vraiment des parcours qui viennent compléter en termes de compétences, enfin, voilà, euh, les profils des uns et des autres. Donc ça, je reviendrai un petit peu plus en détail sur nous, nos modalités de recrutement et pourquoi on se rencontre aussi aujourd'hui. Et vous voyez un chiffre, donc il y a marqué 35%. Donc ça représente effectivement le nombre de collaborateurs qu'on a formés au métier du conseil. Donc c'est-à-dire que structurellement, nous, on est habitués à accompagner des profils qui ne connaissaient pas le métier de consultant et qu'on a formés à la méthode conseil. Donc, ça veut dire aussi bien des profils jeunes diplômés qui n'étaient pas connaissants de ce métier-là, mais aussi des profils qui avaient déjà une première expérience professionnelle et qu'on a accompagnés à cette mobilité professionnelle, et aussi des profils issus du monde de la recherche finalement et qui souhaitaient effectivement intégrer le monde de l'entreprise sur ce métier-là. Donc, ça, c'est aussi vous montrer comment on est aujourd'hui organisé et notamment comment on accompagne nos collaborateurs. N'hésitez pas à interrompre si vous avez des questions à chaque slide ou entre chaque information qu'on communiquera. Peut-être pour revenir sur le cabinet Tenzing. Donc, nous, on a été créé en 2016 et c'est né donc, suite à la rencontre de deux associés fondateurs, donc Thibaut Guidi, qui est aujourd'hui à la tête de France Emploi, mais à l'époque était à la tête de l'ARES, donc une association qui a accompagné les personnes éloignées de l'emploi, et Éric Delannoy, qui était à la tête d'un cabinet de conseil et qui accompagnait les jeunes diplômés enfin voilà, qui permettait l'insertion de jeunes diplômés de grandes écoles. Et donc, ils sont partis du constat que finalement, le monde du conseil était un milieu plutôt prédestiné à des profils de grandes écoles, que ce soit école d'ingénieur ou école de commerce. Or, finalement, dans le métier du conseil, les compétences pour exercer ce métier-là, on peut les retrouver dans pas mal de formations et de parcours. Donc, ils ont fait le choix d'ouvrir ces opportunités-là euh, au plus grand nombre, et notamment aux personnes faisant l'objet d'inégalités sociales du fait de leur origine territoriale, géographique ou encore de leur parcours académique, pour faire simple. Donc ça s'inscrit, si vous voulez, depuis notre création dans notre raison d'être. Et donc l'objectif, c'est vraiment de promouvoir l'insertion professionnelle des personnes faisant l'objet d'une égalité sociale. Ça se concrétise derrière à travers différents engagements qu'on pourra vous présenter un petit peu plus tard. J'entends que ça sonne. Peut-être y a-t-il des questions à travers... Non, ça marche. Non, Donc ça, mais c'est juste une question sur le fait de faire le lien entre la recherche et le consulting, quoi je dis que Mélanie en parlerait plus tard. Euh, et voilà. Et il y a une question de Romain, présentation de ce webinaire. Laisser entendre que le sujet pourrait être de savoir comment s'organiser pour travailler en tant que chercheur, fonctionnaire en poste et travailler en carte
temps de manière complémentaire dans le privé en conseil. Alors si la présentation vous a laissé entendre ça, c'est qu'on s'est trompé dans la présentation parce que clairement, c'était pas l'idée. L'idée, c'était vraiment de pouvoir expliquer comment les compétences de la recherche et du doctorat pouvaient être expliquées dans le monde, pouvaient être utilisées en tout cas dans le secteur du conseil. Le terme chercheur ne vaut pas, comment dire, ne signifie pas chercheur fonctionnaire. C'est vraiment chercheur en sens, je fais de la recherche, quoi. Tout à fait. Au même, enfin, c'est Dans peut-être le plus parcours. facile à comprendre, enfin, à saisir pour les doctorants bah, qui, je crois, sont en partie présents aujourd'hui en sciences et techniques. Mm, Ça équivaut vraiment au centre, au service de recherche et développement dans les entreprises de mm, ces mm. domaines. Ouais, Donc, c'est en sciences et techniques. le statut chercheur du CNRS ne vaut pas sur tous les postes sur lesquels on peut être chercheur, en fait. Mm. Une confusion, en tout cas. Ça marche. Oui, on apportera des précisions. Mm, Je vais passer rapidement, en tout cas, sur cette présentation-là. Mais bon, nous, ça, c'est effectivement un des axes importants et on reviendra effectivement sur les profils qu'on recrute et la posture aussi, du coup, qui est attendue, notamment pour les profils doctorants-chercheurs. Peut-être une des particularités aussi de notre modèle, donc, au-delà de cet engagement, et je vous montrerai comment ça se concrétise, c'est aussi notre modèle de gouvernance. Aujourd'hui, Tenzing prône un capitalisme responsable et ça se manifeste à travers effectivement notre structuration. On est détenu à 70% par l'association Tenzing, 30% par les associés qui ont fait le choix de renoncer à leurs dividendes et si vous voulez, il y a ce partage de la valeur qui se concrétise au travers du prix Tenzing de l'égalité des chances et donc qui correspond à la redistribution de nos bénéfices redistribuables. Donc, tous les ans, donc là, on a dépassé le 1 million, mais ça représente à peu près une enveloppe de 150 000 euros tous les ans redistribués à des associations. Associations qui sont élues collégialement par l'ensemble des collaborateurs du cabinet. Un collaborateur, une voix. On est également donc acteur de l'économie sociale et solidaire de par notre modèle de gouvernance, société à mission de par notre raison d'être, et également certifié Bicorp et reconnu aussi justement par rapport à nos engagements et notamment en termes de gouvernance. Je ne rentre pas forcément dans le détail aujourd'hui, mais si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas également. Dans les éléments, en tout cas, enfin oui, dans nos engagements, comment ça se manifeste. Donc, je vous parlais du recrutement à travers les compétences et c'est encore une fois vraiment l'axe qu'on va privilégier aujourd'hui dans notre présentation. Mais donc, nous, notre modèle de recrutement se base effectivement sur un outil qu'on a développé pour recruter sur les compétences attendues pour le métier de consultant et non au regard du CV ou du diplôme, ce qui est vrai notamment pour les profils juniors. Pour les profils plus expérimentés, c'est du recrutement plus classique, mais en tout cas, encore une fois, du recrutement sur le champ des compétences par rapport aux opportunités qu'on aurait à pourvoir. Ce qui explique aussi qu'on regarde voilà, des parcours qui ne seraient peut-être moins regardés dans le milieu du conseil. On a notamment des profils issus de l'économie sociale et solidaire, des profils doctorants. Et donc tout ça vient compléter effectivement notre approche, mais sur des profils plus expérimentés. Donc ça, on a développé un outil qui permet aux candidats et notamment aux plus jeunes de s'approprier le métier et finalement la réalité qui pourrait être la leur à travers des exercices de mise en situation professionnelle. Et nous, ce qui nous permet de nous affranchir du CV ou du parcours, en tout cas lors de la phase de sélection. Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, avec la diversité des parcours qu'on peut avoir enfin, parmi nos collaborateurs, c'est pouvoir les accompagner pour répondre aussi aux attendus du métier. Et donc ça se passe à travers un management de proximité et effectivement cette culture du feedback et du coaching qui est très importante chez Tenzing. Donc chaque collaborateur, même au niveau des managers et des directeurs, bénéficie d'un coaching. La deuxième, enfin voilà, dans les autres engagements, il y a bien évidemment des missions de conseil. Donc aujourd'hui, on a des missions de conseil classiques, mais aussi des missions de conseil qui tendent à accompagner nos clients vers des transformations plus durables et responsables. Donc aujourd'hui, c'est 35 à 40% de nos missions. Ce n'est pas la totalité de nos missions. Pour autant, en tout cas, on fait attention dans l'accompagnement qu'on va avoir de nos clients de tendre effectivement voilà, vers une vision qui réponde à des enjeux de société. Donc ça, c'est la première chose. Bien évidemment, l'excellence en mission. En tout cas, aujourd'hui, on a
on a moins de preuves à faire, mais en tout cas, à la création de Tenzing, c'était aussi montrer la viabilité d'un modèle comme le nôtre et de montrer que ça n'enlevait en rien l'excellence et l'accompagnement qu'on pouvait avoir auprès de nos clients. Donc ça, c'est effectivement, ça se reflète aussi à travers la posture de nos collaborateurs et consultants, à travers effectivement ce dépassement de soi, cette excellence qu'on peut mettre au travers l'accompagnement de nos clients. L'autre engagement qu'on va avoir, c'est effectivement aller sensibiliser, informer les personnes, notamment les publics enfin, plus jeunes et qui seraient effectivement éloignés de ce type d'opportunités, et les sensibiliser au métier du conseil, à notre cabinet, mais de façon plus globale au métier et aux perspectives que ça pourrait leur ouvrir. Donc ça, il y a pas mal effectivement de partenariats, d'actions écoles, que ce soit à travers des forums, des conférences, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, à des destinations de différents étudiants de tout niveau, pour effectivement leur ouvrir des perspectives. Et ça, quelle que soit leur filière. Donc ça fait partie de nos engagements, d'aller sur le territoire au contact des étudiants. L'autre engagement qu'on va avoir, c'est effectivement le lien avec le monde de la recherche. Donc ça, peut-être je vais laisser Mélanie en parler parce qu'elle sera plus à même. Voilà, peut-être de manière assez succincte, on a différents liens, que ce soit à travers les tests CIFRE ou effectivement nos travaux de recherche. Et donc peut-être Mélanie, pouvoir apporter. Oui, donc je vais en profiter pour détailler un petit peu ce pan-là qui, encore une fois, n'était pas l'objet central pour aujourd'hui. Donc voilà, ma casquette de chercheuse là au sein du cabinet, donc c'est bien un CDI au sein du cabinet. Donc en fait, contribue à cet engagement numéro 4, dans le sens où on a effectivement 2 tests CIFRE au sein du cabinet, et à côté de ça, mon embauche en fait s'inscrit dans la volonté de développer l'activité de recherche du cabinet, avec vraiment cette double perspective de à la fois développer les connaissances scientifiques, donc développer une problématique scientifique qui va s'ancrer dans une littérature, dans l'avancée des travaux existants, et puis d'être sur un sujet d'intérêt pour le cabinet au regard notamment des préoccupations de ses clients, au regard des enjeux sociétaux et environnementaux. Euh, et donc, voilà, avec cette double perspective de tirer à la fois des enseignements théoriques et des enseignements pratiques pour ensuite développer soit des méthodes d'accompagnement nouvelles, ancrées à l'issue des travaux de recherche, ancrées dans les résultats de recherche. Euh, et il y a deux axes de recherche là, sur lesquels on s'est positionné. Il y a les pratiques de responsabilité sociale des entreprises. Donc ça, c'est un premier axe de recherche. Et un deuxième qui est la transformation des organisations, l'organisation du travail, la transformation des organisations. Donc c'est vraiment les deux axes sur lesquels portent les recherches qui sont menées. Euh, voilà, avec donc soit la possibilité de mener une recherche en interne avec voilà, une méthodologie de recherche, des entretiens, éventuellement focus group, questionnaire, etc., une revue de littérature, une analyse des résultats, qui mène souvent à la publication d'un livre blanc sur le sujet. Et il y a aussi la possibilité de mener des études ad hoc pour des clients sur des questions particulières qui nécessitent de se poser un petit peu, de prendre du recul, de prendre un petit peu le temps, d'être sur du temps plus long et de mener une recherche voilà, sur une question qui va intéresser le client. Euh, et sachant aussi que là, dans ce qu'on essaie de développer, on contribue également à la formation dans le sens où une des activités qui va être développée, c'est de proposer des cycles de formation destinés à des personnes du monde de l'entreprise, hein, plutôt dans les directions, soit ressources humaines, soit gestionnaires, au travers desquels, en fait, on va discuter des questions, on va faire intervenir des chercheurs et en fait, on va co-construire les savoirs qui vont être produits au regard de ce que dit la littérature déjà et au regard de ce que les professionnels ont à apporter comme éléments. Et de là, on va développer des nouvelles connaissances. Euh, donc voilà, il y a un projet également en cours sur la transition écologique, hein, sur comment en fait elle impacte la transformation du travail, des emplois, des compétences dans le domaine plus particulier de l'agroalimentaire. Donc pour ce genre de recherche, là par exemple,
On a une convention partenariale avec l'IRISO et l'INRAE. Euh, voilà, c'est le type de choses qu'on peut faire dans le cadre du coup de l'activité recherche de Tenzing euh, et qui du coup en fait traduisent cet engagement en termes d'éducation et de formation et de programmes de soutien aux programmes de recherche et de formation. N'hésitez pas. Ah, pardon, oui, je me permets une petite interruption parce que du coup, on a eu deux messages là relatifs des personnes qui auraient aimé vous contacter. Alors, moi, je proposais, bon, ils peuvent toujours me contacter moi, ça c'est une certitude. Mon travail, c'est vraiment de pouvoir recevoir les gens, donc il faut vraiment pas hésiter à me contacter sur le mail du PhD Career Center. Après, j'imagine que je ne sais pas si vous êtes d'accord pour être contacté directement par les doctorants ou pas. Oui, bien sûr. Voilà. Donc peut-être voilà, passer par moi et ceux qui sont intéressés, je leur transmettrai les coordonnées de Cartigan, Mélanie ou à l'inverse, je transmettrai les coordonnées de ceux qui me contactent à vous deux. En tout cas, il n'y a pas de... faut pas hésiter. Avec plaisir. Et peut-être effectivement le dernier engagement, c'est le lien qu'on a avec le monde de l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, il y a le prix de l'égalité des chances et le prix Tenzing. Donc ça, c'est un premier moyen de soutien. Mais l'autre moyen, et qui fait partie de nos engagements, c'est aussi la professionnalisation de ces acteurs à Et travers les notamment des carrières de missions de conseil. conseil euh, Alors, pour les pardon, docteurs il y a un micro qui est du ouvert. consulting. Est-ce que vous pourriez utiliser le chat pour poser vos questions et éventuellement couper votre micro? Alors, Donc, pardon, il y a une question là sur les modalités de recrutement. Est-ce que la démarche émane du jeune docteur ou doctorant? Exemple, vous proposez un article sur lequel je travaille dans mon cas et voir si la problématique a bien un intérêt pour le cabinet ou autrement. alors là, en fait, et on reviendra après sur les opportunités, nous, on a déjà deux doctorants en thèse CIFRE. Donc là, ils sont sur des contrats de 3 ans. Donc, à voir à l'issue effectivement de leur contrat comment ça se passe et en fonction effectivement des sujets, parce que là, ils sont sur des sujets plutôt autour des thématiques de transfuge de classe, si je ne Oui, dis de pas de bêtises, mobilité enfin, de sociale et mobilité. de transclasse. Ouais. Donc, qui font écho effectivement au modèle Tenzing et sur les sujets sur lesquels on travaille. Après, là, nous, dans les modalités de recrutement, ça va être plutôt de recruter sur des postes de consultants et après, sur tout ce qui va être partenariat ou effectivement tout ce qui va être lié à la recherche, là, ça va être dans une autre temporalité, on va dire, parce que ça va être en lien effectivement plutôt déjà voir en fonction des sujets, des tuteurs disponibles et effectivement enfin, voilà, de ce qui est possible aussi par rapport à nous, l'accompagnement qu'on pourrait avoir de notre côté, parce qu'on a déjà aussi des doctorants et donc restant un cabinet à taille humaine, il faut avoir les dispositifs aussi pour collaborer. Donc il y a aussi tout cet enjeu-là. Après, c'est sur un poste autre que sur doctorant, mais vraiment là en tant que consultant, effectivement, il y a possibilité. Mais ça, on pourra en reparler dans un deuxième temps, il n'y a pas de souci pour revoir en fonction des projets des uns des autres, effectivement, ce ne sera peut-être pas les mêmes process. Oui, et ça, je pense que c'est vraiment très, très individuel en fait comme question. C'est compliqué de répondre de manière généraliste. Après, je reste assez persuadée pour ouvrir un petit peu peut-être en dehors du champ de Tenzing, hein, mais vraiment ouvrir sur les cabinets de conseil d'une manière générale, que la démarche réseau, elle est hyper importante et que typiquement sur ce type de proposition-là, qui sort un petit peu des habitudes et des cabinets de conseil et des cabinets de recrutement, je pense qu'il ne faut pas hésiter à en parler, tout simplement. Essayer de rencontrer du monde, en parler, proposer, voir un petit peu comment ça peut intéresser vos interlocuteurs. Moi, je vous invite en tout cas, donc là, la personne qui pose cette question-là, n'hésitez pas du coup à me contacter en fait et à m'envoyer votre proposition. On pourra échanger. Euh, voilà, et je pourrais éventuellement peut-être penser à d'autres endroits qui pourraient être intéressés ou même, en fait, ça peut soit effectivement être intéressant pour les opportunités ouvertes en tant que consultant classique ou bien là, au travers de la recherche qu'on développe et des interventions de chercheurs un petit peu ponctuelles, en fait, dans le cadre notamment des cycles de formation que j'évoquais. Moi, ça m'intéresse de voir qui travaille sur quoi, qui est intéressé pour interagir ou travailler avec un cabinet de conseil. Donc,
n'hésitez surtout pas. Et je rebondis par rapport à ce que dit Marie. Donc là, nous, bien évidemment, on prône pour Tenzing, mais effectivement, de façon plus générale, en fonction de vos sujets, parce qu'on va, là, avec la vingtaine de participants, on n'aura peut-être pas le détail de tous vos sujets de parcours, mais effectivement, en fonction des sujets, il y a peut-être des structures qui sont peut-être plus réceptives aussi, si vous voulez capitaliser là-dessus. Donc ça, n'hésitez pas aussi, vous, à faire un espèce de petit benchmark, de regarder aussi quel pourrait être l'apport mutuel que vous pourriez avoir. Donc ça, on aura l'occasion avec aussi le Rex de Mélanie de revenir aussi sur le lien qu'il y a avec le monde de l'entreprise en fonction des sujets que vous vous adressez. Après, il y a des sujets Mm. plus ou moins d'actualité, puis d'autres qui peuvent être innovants et qui peuvent effectivement permettre aussi aux entreprises d'avoir j'ai envie de dire, un coup d'avance, en tout cas d'aller plus loin peut-être sur des sujets qu'elles creusent déjà. Donc ça, il ne faut pas hésiter effectivement, j'ai envie de dire, à être proactif et d'aller au contact aussi du monde de l'entreprise de votre côté, parce que c'est en provoquant aussi ces rencontres que ça peut aussi déboucher sur de nouvelles collaborations. Évidemment. Merci. Et deux questions. Une, je pense, qui sera traitée par Mélanie hein, sur la possibilité de décrire une journée, une semaine type de consultant. Moi, je pense que ça va faire partie hein, des éléments que Mélanie va nous donner. Et puis, un besoin de précision aussi sur justement le positionnement de Tenzing. Je vous lis la question. Vous avez des clients qui veulent mettre en place des projets et vous les accompagnez avec vos collaborateurs salariés selon le sujet de votre client. Puis vous recrutez aussi selon les problématiques de vos clients à conseiller. Alors, j'ai envie de vous dire oui et non, ça va dépendre. En gros, non, on recrute. En fait, on va dans la logique de recrutement, et là, je parle de façon. En fait, on va recruter par des consultants généralistes. Je vais faire simple, je vais vous présenter le cabinet, mais nous, on est un cabinet de conseil généraliste et donc on a besoin de consultants, de collaborateurs qui soient flexibles sur les sujets. Parce que nous, on accompagne tout type d'acteurs, mais ça, je vous représenterai aussi notre positionnement, mais on a une forte dominance des services financiers. Et après, sur une diversité de sujets qui sont assez transverses. Et donc, nous, on a besoin aussi de consultants qui puissent aller sur différents sujets, différents terrains, différents types de structures. Ça, c'est la première chose. Néanmoins, effectivement, quand on arrive sur des profils plus seniors, quand j'entends plus senior, c'est vraiment manager, directeur. Là, ça va être des expertises qu'on va aller chercher pour compléter effectivement nos savoir-faire et l'apport qu'on peut avoir. Mais sur les consultants en tant que tels, euh, ça va être plutôt, comme je disais, une approche sur les compétences. Et après, ça peut être sur des besoins ponctuels. Là, on accompagne pas mal sur des sujets de transformation effectivement responsables. On a fait un recrutement d'un collaborateur qui a pas mal bossé sur les sujets de décarbonation. Mais voilà, parce qu'on avait aussi des besoins et aujourd'hui dans nos équipes, c'est des compétences qui nous manquaient. Néanmoins, c'est aussi de se dire, en nous rejoignant, potentiellement, on va peut-être pas faire que ça parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas que de la décarbonation. Mais ça reste à la marge, c'est assez ponctuel. Nous, ce qu'on va rechercher, c'est vraiment sur les compétences et après, effectivement, par rapport aux besoins clients, en tout cas, on ne fonctionne pas trop, si vous voulez, au body shopping. Mm. Ça, voilà, c'est pas trop notre fonctionnement. Ça marche. Et donc, du coup, la réponse qui demande, et donc apparemment Mohamed qui posait la question, un profil docteur en biotechnologie préclinique, ce qui n'est pas forcément adapté car trop spécifique, en tout cas qui pose la question. Alors, ça, on y reviendra après. C'est en fait, et ça va être le sujet de notre présentation, c'est, alors effectivement, peut-être qu'on n'accompagne pas des clients sur ces sujets-là. Pour autant, les compétences que vous avez pu développer au cours de votre thèse, de votre doctorat, vont être transposables. Enfin, j'imagine qu'il y a de la recherche, il y a de la rigueur, il y a de la méthodo, et ça, c'est des choses qui sont transposables, et c'est totalement le sujet de notre propos. Aujourd'hui, nous, on a différents docteurs. On a un docteur en innovation design, on a Mélanie qui a fait de la sociologie, on a Samantha qui a fait Sciences de gestion. sciences de gestion, et nous, on en a deux autres aujourd'hui bon, qui sont en CIF, mais qui sont en philosophie et sociologie des organisations. Donc vraiment, voilà, c'est ce qui va nous intéresser, c'est la méthode, les compétences. Moi, j'ai rencontré il y a quelques semaines un candidat qui a fait une thèse plutôt sur, on va dire, sa thèse était dans le domaine du nucléaire, mais sur plutôt l'aspect formation et transfert des compétences. Donc, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la méthode plus que le sujet et la spécialisation de votre sujet. La biotechnologie, oui, peut-être que pour vous, aujourd'hui, on s'en éloigne. Par contre, pour nous, les compétences que vous avez pu développer vont potentiellement nous intéresser. Donc, c'est ça, en fait, dans notre approche, nous, et dans le regard qu'on va avoir sur les profils ou les futurs collaborateurs.
Pour ajouter une précision, en fait, il y a l'expertise que vous avez développée pendant la thèse, mais effectivement, il y a toutes ces compétences transversales que vous avez développées qui sont importantes. Et après, je pense qu'il y a aussi qu'est-ce que vous avez envie de faire derrière qui est important. En fait, dans les entretiens de recrutement, et je pense que Kertiga est d'accord avec ça, c'est qu'au-delà des compétences, il y a aussi une question de motivation et d'envie qui est importante en fonction de ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous avez envie de rester effectivement spécifiquement dans votre expertise technique et auquel cas, oui, effectivement, ce sera peut-être pas le cas, en tout cas sur des postes là à Tenzing. Mais après, si vous avez une envie d'ouvrir, peut-être qu'il y aura cette possibilité d'ouvrir, quoi. Tout à fait. Ce que je vous propose, je ne sais pas, peut-être avant de commencer, quelle est vous votre vision du métier de consultant ou l'image que vous en faites avant qu'on vous présente? Comme ça, nous, ça nous permet de voir peut-être avant la présentation le avant-après. Et puis Mélanie pourra peut-être partager aussi sa vision avant de rejoindre Tenzing, qui est la vie du conseil. Il y a encore une question du coup sur les profils de vos clients. Est-ce que ce sont des clients uniquement locaux, mais aussi des clients à l'international? On vous représentera tout ça juste après. C'est en fait dans la présentation du métier de consultant des déclinaisons, il y aura toutes ces infos. Ne vous inquiétez pas. Ça marche. Et, alors, pareil, une question, parce que ça suscite quand même pas mal de réactions. Un directeur d'établissement pénitentiaire qui donne des formations de management, notamment formation management de projet, communication, gestion des conflits, violence, commandement opérationnel, qui demande si un profil comme le sien coche les cases des consultants que potentiellement vous pouvez rechercher, en fait. Encore une fois, là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire. Il faut faire l'entretien, voir un peu la type. Il y a des choses où je me dis oui, et puis d'autres, gestion des conflits, typiquement, enfin, quand on arrive dans un contexte client où ça peut être difficile entre les collaborateurs ou les services, typiquement, c'est un atout pour désamorcer la situation et accompagner au changement. Ça peut être même pour soi en tant que consultant, on peut faire face à un client difficile. En termes de posture, c'est pas toujours évident, mais d'avoir été dans ce cadre pénitentiaire, je pense qu'on a quand même un relativisme, en tout cas une gestion de l'environnement qui n'est pas le même que d'autres collaborateurs. Donc forcément, c'est des atouts. Après, l'accompagnement, la formation, le management, enfin, la gestion de projet, tout ça, c'est des compétences effectivement qu'on mobilise aujourd'hui en tant que consultant. Donc après, effectivement, c'est encore une fois la transférabilité des compétences, le projet, enfin, c'est plein de choses qu'on garde. Mais en tout cas, là, sur le papier, nous, c'est pas quelque chose qui va être a priori un frein. Après, c'est effectivement la construction du projet pro Mais et vous aurez peut-être l'occasion de vous projeter dans les slides qui vont suivre et qui vont détailler les compétences, les attendues, les compétences attendues dans le métier de consultant. Ce que je propose, c'est peut-être, Mélanie, que tu puisses donner ta vision du Oui, conseil. Et puis... alors n'hésitez pas, Marie, hein, si quelqu'un se manifeste pour donner sa vision du Ouais, conseil. c'est Mais peut-être une en dernière attendant, question avant de vous laisser parler, parce que, qui demande une précision sur les statuts possibles pour travailler en tant que consultant chez Tenzing. Et a priori, si j'ai bien compris, vous êtes principalement sur des CDI au sein du cabinet. Après, vous avez Voilà, oui, c'est des doctorants qui sont en CIFRE, donc qui pour le coup sont sur des contrats CIFRE. Mais on est principalement sur ce type de contrat. oui, oui. Là, il n'y a pas d'auto-entrepreneur, parce que c'était ça la Non. question. On est vraiment sur des consultants qui sont salariés de Tenzing. Après, sur des sujets très, très, très particuliers, ou si vraiment il y a un manque de compétences, il peut y avoir des freelances qui vont être recherchés. Mm. Voilà. Généralement, ça reste quand Mais même avec des c'est profils très... avec qui où le cabinet a déjà travaillé, qui connaissent en tout cas humainement. C'est quand même plus facile quand on connaît les personnes Mm. pour des collaborations sur un peu gage des de personnes confiance. qui font Mm. Il y a de la pub pour leur cabinet de encore consulting. un micro ouvert Tenzing. c'est chez Pierre Nicolas. Voilà, je vais le désactiver. Ok. Est-ce qu'il y a eu des propositions de vision sur le métier de consultant ou pas du tout? Il y a Denis qui souhaite partager sa vision de consultant. Est-ce que Oui. c'est OK? Je vais juste, Denis, si c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, moi, je suis doctorant en économie, je suis en dernière année là, je suis en train de rédiger, j'ai presque fini. Et j'ai déjà des collègues dans d'autres universités euh, qui sont consultants, généralement peut-être à la Banque mondiale ou d'autres organes internationaux. Donc, l'idée, c'est que, c'est pourquoi j'ai posé la question, ils proposent des articles sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Et c'est de voir si ça match ou pas avec les problématiques sur lesquelles travaille la banque. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir un peu ce qui intéresse la banque
ils choisissent une thématique là-bas, ils travaillent dessus et ils envoient l'article. Et quand ça match, là, il y a une collaboration qui s'établit. Donc, moi, mon idée, ma vision, ça a toujours été celle-là. Des amis que j'ai vus être consultants dans des institutions internationales, c'est que voilà, c'est comme ça se passe. Et c'est quoi j'ai trouvé un peu curieux aussi d'assister un peu aujourd'hui. Parce que moi, ça m'intéresse globalement parce que moi, je me définis un peu comme un socio-économiste du développement. Donc, ça m'intéresse vraiment. Donc, merci en tout cas pour l'occasion et l'opportunité. Merci, Denis. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, une vision plutôt peut-être opportuniste, Denis, du consultant? Et c'est ce que j'ai. Ouais. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres visions? Il y a en tout cas une personne qui se manifeste dans le chat. Bon, du coup, en attendant, peut-être un petit peu, je vais en profiter pour décrire un petit peu la mienne. Moi, avant d'intégrer le cabinet, alors moi, j'ai vu passer l'offre. Donc, encore une fois, une offre particulière et au vu de la taille du cabinet qui ne va pas se euh, reproduire tout de suite, enfin, qui ne va pas réapparaître tout de suite, en tout cas. C'était vraiment une offre de consultant-chercheur et qui a été diffusée au sein de différents laboratoires du CNRS ou autres. Et donc, moi, j'ai eu cette offre via le CNRS. Et la vision que j'avais du cabinet de conseil, notamment parce que moi j'ai fait ma thèse en CIFRE avec une grande entreprise de l'agroalimentaire et qui du coup travaille avec notamment des cabinets de conseil. Et donc j'en avais une vision un petit peu négative dans le sens où voilà, le consultant te fait un petit peu croire qu'il te propose quelque chose d'adapté à ton besoin, mais qui est en fait très clé en main. Très grande rapidité de travail, certes, mais peut-être un manque de finesse, d'approfondissement. Et puis, bah, surtout, Alors, des grandes qualités pour marketer, en fait, pour produire des PowerPoint très jolis, des restitutions très jolies. Euh, et finalement, avec peut-être un manque de profondeur. Et puis, peut-être aussi parfois un esprit critique soit trop tranché, mais parce qu'en fait, c'est ce qui est attendu pour obtenir la mission. Enfin, ouais, toujours assez en fait, au service du client, les attendus, soit pour gagner la mission, soit pour la réaliser, satisfaire le client. Et finalement, avec peu de marge de liberté prise pour peut-être des fois décaler un petit peu le regard du client, remettre un petit peu en question les choses. Et puis, bah voilà, moi, du point de vue interne de l'entreprise qui, du coup, faisait appel au cabinet de conseil, on avait un petit peu cette idée de gâchis, entre guillemets, parce que des ressources en interne auraient peut-être pu mener le travail en question, qui a été transmis, enfin, qui a été demandé, du coup, au cabinet de conseil. Et en fait, non, ça a été demandé au cabinet de conseil et facturé assez cher. Donc voilà, c'est une vision un petit peu négative, quand bien même j'avais déjà décelé que bah, le cabinet de conseil fait partie du système par lequel, à un moment donné, on peut arriver à être utile et changer un petit peu les choses. C'est-à-dire que finalement, le cabinet de conseil avait plus de poids dans ce qu'il disait qu'une ressource interne qui essaye un petit peu de dire quelque chose, quand bien même on se trouve dans un centre R&D d'une grande entreprise et qu'on développe des choses qui sont d'intérêt pour l'entreprise, on va être moins écouté, moins entendu. Donc j'avais un petit peu ce pressentiment-là et cette curiosité d'aller voir justement comment ça se passe finalement dans les cabinets de conseil. Et du coup, la vision que j'en ai maintenant, alors ça reste un métier où il faut aller vite, donc bien sûr que il y a moins de profondeur que dans la recherche, ça c'est certain. Par contre, c'est vrai que ma vision s'est bonifiée, on va dire, dans le sens où il y a énormément de travail. Donc ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Après, c'est personnel, mais voilà, il y a beaucoup de travail fourni, en fait. Derrière, il y a des équipes qui se démènent, en fait, pour mener à bien la mission, pour aller trouver la bonne ressource, la compétence, quitte à aller chercher d'autres personnes qui n'étaient pas prévues au début. Euh, et puis finalement, une analogie, et donc on y reviendra après, qui peut être faite avec la recherche. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai vraiment eu cette perception, qui s'est un petit peu atténuée après, hein, parce que finalement, pas tant, mais cette perception de, waouh, en fait, il y a beaucoup de travail, c'est très fouillé, beaucoup de temps passé à voir ce qui se fait ailleurs, les pratiques du marché, etc. Alors, c'est pas ce
qui se fait dans la littérature scientifique, mais c'est ce qui se fait quand même dans d'autres, ouais, dans les autres entreprises. Et puis, bah, voilà, quand même une attention qui est portée à ce que signifie tel terme plutôt qu'un autre, à quel enjeu répond cette question, à quel enjeu sociétaux, un point de vue éthique aussi, de bah, est-ce qu'on travaille sur cette question ou pas. Et beaucoup voilà, de choses autour de ça qui m'ont fait penser à un moment donné enfin, au tout début, qu'en fait, il y avait presque même des travaux de recherche, parce qu'il y avait aussi de la littérature scientifique qui était consultée par les consultants. Donc, presque un travail de recherche qui se méconnaissait, enfin, le consultant qui était inconscient de peut-être mener presque un travail de recherche. Bon, voilà, c'était ma première vision. Et ensuite, bon, voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, la grosse différence, c'est que, certes, même quand la littérature scientifique, elle est consultée, bon, mais déjà, ce n'est pas pour développer la connaissance scientifique, mais ça, on s'en doute. Euh, donc, on n'apporte pas de nouvelles connaissances, on ne mobilise pas le terrain pour ensuite apporter de nouvelles connaissances et faire de l'analyse approfondie. Et puis, c'est mobiliser peut-être succinctement, enfin d'une manière on peut dire utilitariste, vraiment au service du client. Donc, il y a bien sûr pour résoudre un problème concret. Donc, il y a pas bien sûr la même profondeur et le même objectif qu'en recherche, mais il y a une dimension très utile de mobiliser, enfin d'aller chercher dans les apports, notamment ben, en fait, scientifiques, ce qui peut permettre de mener à bien la mission, voilà, dans certains cas et de la part de certains consultants, et pas tous, mais voilà, j'ai vu des analogies intéressantes. Et j'ai trouvé la position en fait, du cabinet de conseil qui est en fait écouter, qui a une position à un moment donné extérieure, mais qui connaît finalement à un moment donné bien l'intérieur de l'entreprise parce qu'il a fait sa mission et qui se retrouve dans des instances, dans des espaces où il présente, il fait des restitutions et du coup il est écouté. Et donc c'est quand même une position où bah, une opportunité en fait d'être utile, de mener un travail assez fourni et ancré dans le terrain et, euh, et qui amène à des actions. Alors petites soient-elles, hein, toute proportion gardée, mais voilà, qui vise l'utilité, en fait, la résolution de problèmes concrets, quoi. Il y a une remarque de Pierre Nicolas qui dit que c'est un petit peu comme de la recherche appliquée finalement. Oui. Alors moi, je vais vous présenter le conseil peut-être sous un autre angle. C'est déjà pourquoi on sollicite les cabinets de conseil, effectivement. Donc, il y a la vision, effectivement, qu'a eu Mélanie de son expérience en interne, finalement, côté client. Alors moi, je vais vous présenter finalement côté cabinet, mais en tout cas, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que cabinet de conseil, on intervient sur différentes phases. Ça peut être soit sur la partie en amont de définition finalement de la stratégie, de la vision, de l'ambition, en tout cas du projet de transformation, soit sur la partie déploiement, une mise en œuvre effectivement de cette stratégie. Et si on a de la chance, c'est de pouvoir accompagner sur ces deux phases de projet. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, que quand vous êtes sur, et là je parle sous couvert de mélanine, mais versus peut-être le monde de la recherche, où vous êtes sur votre sujet de thèse de A à Z, là, vous pouvez aussi arriver en cours de route, donc c'est s'approprier aussi un sujet que vous ne connaissez pas et sur une phase, une temporalité, enfin voilà, qui peut être différente et qui n'est pas sur toute la durée. Donc ça, c'est aussi vous, est-ce que vous avez envie de travailler sur différentes phases d'un projet ou est-ce que vous avez envie de voir effectivement le projet de bout en bout? Donc ça, c'est aussi, je pense, des différences qu'il faut avoir conscience pour pas que ça génère de frustration si jamais vous, votre souhait, c'est vraiment d'avoir toute cette vision globale. Ça peut arriver chez nous et c'est ce qu'on essaye au maximum, mais il faut avoir aussi conscience des réalités côté client, soit parce qu'ils n'ont plus de budget ou parce qu'il y a des changements en interne de direction et en tout cas, voilà, différentes choses conjoncturelles qui viennent impacter aussi cet accompagnement qu'on peut avoir. Donc ça, c'est les premières choses voilà, que je peux vous partager. Après, finalement, les entreprises, elles font appel à nous pour différentes raisons. Soit effectivement, bah, ça peut être le côté ressources, soit parce qu'on manque de ressources ou qu'on a besoin d'une expertise spécifique. Tout à l'heure, je vous disais, on ne recrute pas forcément sur une expertise. En tout cas, chez Tenzing, on cherche des consultants généralistes. Mais je vais vous donner des contre-exemples finalement à mon propos. C'est aujourd'hui, il y a pas mal de sujets réglementaires, d'accompagnement sur, par exemple, de la CSRD
où les entreprises ne maîtrisent pas forcément ce sujet et donc elles vont faire appel au cabinet de conseil pour les accompagner effectivement sur ces sujets-là qui sont nouveaux pour elles. Donc là, elles vont chercher une expertise qu'elles n'ont pas forcément dans leur équipe en interne. Ça peut être aussi parce qu'elles ont besoin d'un regard extérieur, parce qu'elles sont tellement la tête dans le guidon qu'elles manquent aussi de prise de hauteur et parfois ça fait du bien aussi d'avoir ce regard-là pour accompagner. Ça peut être aussi parce que voilà, les projets de transformation sont assez complexes. Tout à l'heure, on posait la question des clients, est-ce qu'ils sont nationaux ou internationaux? Typiquement, je vous représenterai une slide avec un peu la diversité des acteurs qu'on a. On intervient effectivement auprès d'acteurs internationaux. Donc, les projets de transformation peuvent impacter à grande échelle. Et donc, c'est avoir quelqu'un qui soit en capacité d'accompagner ces différents chantiers. Parce qu'effectivement, bah, on n'a pas toujours cette capacité à coordonner un petit peu l'impact de ces projets. Donc, ça peut être voilà, différentes raisons pour lesquelles on fait appel à nous. Peut-être pour revenir brièvement, parce que tout à l'heure on parlait de conseil, il y a beaucoup de déclinaisons au mot de consultant, au métier de consultant. Donc peut-être déjà vous préciser, nous, le positionnement de Tenzing versus effectivement ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Euh, donc, dans le conseil, je vais partir du haut de la pyramide, vous avez le conseil en stratégie. Il y en a très peu qui font du conseil en stratégie dite pure. Souvent, ça va être des sujets bah voilà, de fusion-acquisition, de vérification des transactions financières, enfin, voilà, des sujets assez, enfin, voilà, qui demandent enfin, voilà, une certaine vision. Ça va être plutôt contact des dirigeants, pas de contact avec les collaborateurs terrain, un rythme très intense. C'est par contre voilà, beaucoup d'exigences, un rythme très soutenu, très bien payé, mais peu de contact effectivement avec les équipes métiers et plutôt voilà, des recommandations qu'on fait uniquement pour la direction. Et après, la direction prend sa décision et ensuite, voilà, on voit ce qu'il en est. Donc ça, c'est plutôt pour le conseil en stratégie. Là, je vais repartir du bas de ma pyramide, le conseil en système d'information. Là, ça va être plutôt des projets de transformation digitale, donc plutôt sur des projets long terme. Ça peut être 2, 3 ans. Ça va être sur, par exemple, le déploiement d'un nouvel outil, par exemple. Donc là, vous allez plutôt développer une expertise sur un outil, enfin, voilà, sur un langage, peu importe. Ça va être plutôt des profils qui vont avoir cette connaissance digitale, informatique, mais ça peut être aussi des profils plus éloignés de cet environnement, mais qui vont avoir en tout cas des connaissances en gestion de projet. Donc ça va être plutôt des profils fonctionnels sur cette partie-là. Ça paye bien. C'est plutôt des projets en contact des équipes métiers. Pour autant, et j'ai envie de vous dire peut-être la différence versus le conseil en stratégie opérationnelle ou en management, c'est que vu que vous êtes sur des projets longs, la montée en compétences, bah, peut-être que vous avez travaillé 3 ans sur un projet et que finalement, au bout de 3 ans, cet outil va devenir obsolète. Donc, il peut y avoir aussi cette attention-là en fonction bah, du projet, de l'outil, de l'environnement et un espèce de plafond de verre qui peut être plus facilement atteint, entre guillemets, que dans les autres conseils, du fait de la temporalité aussi des projets, qui fait que bah, vous développez une expertise, par contre, en termes de montée en compétences, ça ne va pas être la même que sur du conseil en stratégie, en organisation, en management, par exemple. Sur les deux autres strates, on va dire, de la pyramide, donc conseil en stratégie opérationnelle et en organisation management, c'est assez similaire. Moi, ce que je vous invite aussi à vous poser, donc là, je vais revenir un peu sur les questions, en tout cas, à vous poser, et puis je vous représenterai les projets. Mais... Donc, c'est plutôt sur des projets plus ou moins longs. Ça peut être, en tout cas, chez Tenzing, on a des projets courts qui vont durer quelques mois, par exemple. En moyenne, c'est 4, 6 mois. Donc, on peut avoir des projets plus longs qui peuvent durer 1 an ou plus. Donc, ça, après, ça dépend aussi, comme je le disais tout à l'heure, à quel moment vous arrivez dans la phase de projet, si vous êtes au début, à la phase de déploiement, etc. Et de la structure que vous accompagnez, parce qu'en fonction que vous soyez une structure implantée à l'international ou une structure voilà, à taille plus modeste, voilà, l'impact et l'accompagnement ne sera pas le même. L'avantage, c'est effectivement que vous pouvez développer vos compétences assez rapidement du fait de la temporalité plus courte, là où sur 3 ans en système d'information, vous allez travailler que sur un seul projet. En 3 ans, sur ces autres structures, vous allez peut-être travailler sur 8 projets différents. Donc, ça vous permet effectivement d'aller chercher des compétences, des sujets, des réflexions, voilà, sur des sujets et de monter plus rapidement. Ça vous permet de développer aussi votre réseau. Vous allez travailler avec une diversité d'acteurs, d'interlocuteurs, ce qui vous permet effectivement aussi d'avoir ce côté, on va dire, curiosité, opportunisme, en tout cas d'aller découvrir aussi de nouveaux secteurs d'activité. Je pense qu'il y a un superbe atout et de changer aussi d'environnement et de sujet et d'aller vous challenger ailleurs. Peut-être les questions à vous poser
Et ça, enfin, voilà, Mélanie pourra compléter, mais c'est est-ce que vous avez envie de vous spécialiser ou non dans un secteur d'activité ou par exemple sur une expertise plus fonctionnelle? Est-ce que vous avez envie de travailler que sur des sujets RH, que sur des sujets d'expérience client, que sur des sujets data, ou qu'avec des acteurs publics, que des acteurs du service financier, que des acteurs industriels, ou au contraire, est-ce que vous souhaitez être généraliste? En fonction de ça aussi, ça vous permet de cibler les cabinets au-delà de la taille, de l'implantation à l'international, etc. C'est aussi bah, voilà, les sujets qu'ils peuvent adresser à leurs clients. Ouais. Ce que je peux juste peut-être ajouter par rapport à ça, c'est que c'est vrai qu'en thèse, bon après, si on grossit le trait, il y a deux, euh, deux façons de vivre la thèse et le temps long de la thèse. En fait, c'est soit effectivement on tombe amoureux entre guillemets de son sujet, on aime l'approfondir et en fait on pourrait encore travailler dessus des années durant. Donc moi par exemple c'était mon cas. Soit en fait c'est long et à la fin en fait on n'en peut plus de son sujet, on veut juste changer. Donc par rapport à ça, finalement là le conseil en stratégie opérationnelle, ça permet effectivement de travailler, de goûter à ça. Moi ça m'a permis aussi d'y goûter alors que pourtant je suis quelqu'un de très long terme qui aime approfondir sur le long temps, sur le temps long, de goûter à cette ouais, la variété des projets, des interlocuteurs, de finalement mettre en pause. Enfin, ça fait finalement du bien de couper un petit peu sur un projet, un sujet bah, qui prend quand même entre guillemets la tête, hein, parce que c'est complexe, et de passer à un autre. Ça apprend aussi à bah, couper, hein, je pense que c'est un des enjeux pendant la thèse, hein, de couper, de pas faire que la thèse. C'est important de s'investir dans d'autres projets pour arriver à couper, parce que malheureusement, c'est très difficile. Même l'ennemi, ça nous occupe. Donc, ça apprend ça et en tout cas, ça peut répondre à ce besoin de variété en termes de projets. Euh, il y a cet élément-là et puis le second, je l'ai oublié. Mais on y reviendra On y peut-être. reviendra. Ouais. Pas de souci. Tout à l'heure, on nous demandait le positionnement côté Tenzing. Donc, nous, en termes de euh, savoir-faire, en tout cas les sujets sur lesquels on intervient et qu'on adresse à nos clients. Donc, nous, on est un cabinet généraliste. Historiquement, en tout cas, nos associés fondateurs viennent d'un cabinet plutôt orienté en banque et assurance. Donc, c'est effectivement quand même 2 tiers de notre activité qui sont dans ces secteurs-là. En tout cas, nous, c'est banque de détail et quand je dis assurance, ça peut être assurance mutuelle, protection sociale, mais en tout cas, voilà, c'est une grosse partie de nos acteurs. Après, sur les sujets, donc c'est des sujets métiers, sectoriels, parce que là, on a une bonne connaissance sur ces 2 secteurs-là. Et par là, c'est plutôt des sujets transverses. Donc, tout ce qui va avoir trait au sujet d'expérience collaborateur, sujet RH, tout ce qui va avoir trait au sujet, donc quand je dis sujet RH, ça va être parcours collaborateur, process de recrutement, hybridation du travail, enfin voilà, tout ce qui peut être derrière cette casquette-là. Expérience client, pareil, ça va être que ce soit en physique, en digital, des convictions aussi qu'on pourrait avoir derrière ça, du déploiement d'outils. Donc voilà, enfin, voilà, tout ce qu'il peut y avoir derrière cette casquette-là. Conduite du changement, pareil, bah, tout ce qui va être de nouvelles organisations, nouvelles pratiques managériales, euh, acculturation, entreprise apprenante. Donc ça, c'est des sujets aussi sur lesquels on accompagne en conduite du changement. Les sujets aussi d'excellence opérationnelle, en tout cas d'organisation, donc tout ce qui va être optimisation des process, sujet de gouvernance, dialogue social, définition d'un nouvel modèle opérationnel. Voilà, une approche peut-être un peu plus cartésienne, pour dire ça comme ça. Et les sujets, effectivement, transformation responsable, donc à la fois avec le volet social qui recoupe plutôt les sujets RH et le volet environnemental, donc tout ce qui va être accompagnement au passage en société à mission, l'obtention à des certifications type B Corp, mais pas seulement, enfin voilà, adapté vraiment au client hein, en fonction du secteur où il est. Ça peut être aussi, bah, on disait tout à l'heure, des sujets de décarbonation, des stratégies RSE, par exemple avec une approche euh, autour des achats responsables. Là, on a des sujets de CSRD, donc voilà, pas mal de sujets sur lesquels on intervient. Euh, et après, peut-être en complément de ma présentation tout à l'heure, nous, en tout cas, chez Temzik, on a aussi une philosophie, c'est que les sachants sont les clients. Aujourd'hui, on a des savoir-faire, des expertises. Pour autant, on co-construit les solutions aussi avec les métiers, avec les clients. On a vraiment cette approche-là. On n'arrive pas en se disant on est expert de tel ou tel sujet. Donc, c'est vraiment de la collaboration avec le terrain.
J'en profite, on a un commentaire là de Émilie Etchen hein, qui précise qu'il existe aussi des cabinets de conseil qui sont spécialisés sur certaines thématiques. La sienne, a priori, donc, c'est le développement dans les pays du Sud et elle cite IED, Groupe 8, Expertise France, Nodaïs, Hydro-Conseil, etc. Mais c'est sûr qu'après, il y a des cabinets de conseil spécialisés et des cabinets de conseil généralistes. Après, quand on est en fonction de vous et de vos souhaits et de vos envies, vous pouvez tout à fait démarcher en termes de démarche réseau le type de cabinet qui vous convient le mieux en fonction de votre positionnement. Tout à fait. Mais c'est pour ça que je vous invite à vous poser la question, c'est effectivement si vous voulez accompagner que des acteurs, là je caricature, mais par exemple de l'ESS, chez Tenzing, enfin, on vous le présentait tout à l'heure, on a des missions classiques et là vous le voyez, je pense avec la typologie d'acteurs qu'on accompagne, on n'accompagne pas que des structures de l'ESS. Si vous voulez accompagner que des acteurs publics ou adresser que des sujets data ou RH, on ne fait pas que ça et donc c'est pour ça aussi effectivement que enfin, c'est important de faire cette introspection et de savoir un peu dans quel environnement, quel sujet euh, vous avez envie d'évoluer. On reviendra après, tout à l'heure, on nous a posé la question d'une journée type. On va vous présenter aussi les Ouais. avantages et ou inconvénients du métier, parce que ce qui peut être perçu comme un avantage peut être un inconvénient pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très personnel et c'est vraiment vous questionner sur vous, ce qui vous convient. Mm. Là, vous êtes prêt aussi à peut-être sortir de votre zone de confort, mais jusqu'à quelle limite? Est-ce que c'est sortir de sa zone de confort et de se dire ça va être une zone d'apprentissage et c'est OK? Ou est-ce que ça va être une zone vraiment d'inconfort et auquel cas, enfin, peut-être que c'est pas fait pour moi parce que ça risque d'être difficile et de me mettre en difficulté. Enfin, voilà, c'est vraiment ce genre de questions que je vous invite à vous poser. Ça marche. Je me permets juste de vous alerter parce que je vois le temps qui passe, qui nous rapproche dangereusement des 13h30. Donc, si on Voilà, pouvait essayer d'être très... Là, je vous présente un petit peu justement les avantages et inconvénients et peut-être Mélanie pourra nous en reparler. Mais enfin, voilà, c'est de savoir est-ce que vous aujourd'hui, de changer de rythme d'interlocuteur, de se dire une semaine, je vais être à tel endroit, une autre semaine, j'exagère un peu le trait, hein, c'est sur des temps, comme je vous disais, plutôt en durée de mois, mais voilà, pendant 6 mois, je vais être en Île-de-France avec tel acteur, et puis pendant 9 mois, je vais être avec un autre client sur un autre sujet. Euh, et voilà, il peut y avoir des déplacements aussi au niveau national, changer. Enfin, en fait, tout ça, c'est des questions que je vous invite à vous poser. C'est, voilà, est-ce que j'ai envie de faire du 9h à 17h, j'exagère un peu le trait, mais sur un sujet, connaître mes collègues. Est-ce que, au contraire, ce qui va me stimuler, c'est de faire des rencontres, voilà, intellectuellement, de changer de sujet, etc. Avoir aussi ce côté challenge, hein. On parle de délai serré, de rythme soutenu. Effectivement, le métier du conseil, c'est assez exigeant. Ça peut être intense. En tout cas, il y a des phases du projet où c'est plus intense que d'autres. Mais voilà, c'est de se dire, est-ce que c'est des choses qui vous stimulent, au contraire, ou vous dites, c'est pas trop ce que j'ai envie d'avoir comme type d'environnement pour plus tard. Ça marche. Ouais. Ouais, comme le temps est serré, je sais Ouais. pas. On a une slide après sur les compétences. Ouais, Enfin, on revient sur on va les plutôt aller compétences. sur les compétences parce que voilà, les délais serrés, le temps, il faut aller vite, etc. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais s'il y a des questions sur apprendre. Et après, sur le salaire, de toute façon, ça, on aura l'occasion d'en reparler pour ceux qui sont intéressés, mais juste pour que vous ayez en tête aussi, en tout cas, un consultant junior chez nous, c'est 40 000 euros brut annuels. Un manager, c'est 65 000 euros brut annuels. Et entre, vous avez les différents paliers en fonction voilà, des compétences et de votre seniorité. Donc, c'est un métier aussi qui permet d'évoluer rapidement. Les managers chez nous ont moins de 30 ans, là où dans d'autres métiers, il faut quand même pas mal de temps. Je sais pas je reviendrai plus tard si besoin sur quelques exemples d'émissions. C'était cette. Euh, C'est- non, celle-ci. Plutôt celle-ci. Est-ce que tu veux rapidement la présenter ou... Je te laisse faire écho avec ton parcours. Du coup, celle-ci, on a les savoir-faire et les savoir-être qui sont attendus en termes de compétences et d'aptitudes au travers du métier de consultant. Et là, du coup, bon, vu le temps qui nous reste, je vais juste rapidement, reparler en fait des compétences qui me semblent être transverses et développées en fait au travers du doctorat et qui du coup en fait sont recoupent en fait avec celles que vous pouvez voir. Donc là, par exemple, si je rebondis sur l'esprit critique qui est attendu, bon, bah, c'est quelque chose qui est clairement développé en doctorat. C'est l'essence même de la recherche. Le doute fait partie du métier de chercheur même se remettre, voilà, remettre en doute toujours ce qu'on trouve, ce qu'on cherche, ce qu'on lit. Donc l'esprit critique, voilà, c'est quelque chose qui est attendu et quelque chose qui est développé finalement au doctorat qui peut être mis en avant. Il y a aussi l'autonomie à laquelle je pense que je ne sais pas si... Bon, en tout cas, voilà, l'autonomie, c'est quelque chose qui a été très... bah, par exemple, moi, durant là, mon intégration, qui a été assez soulignée.
Euh, Cette capacité, voilà, à prendre les sujets, à les creuser, à ne pas avoir peur de bosser, entre guillemets, seul dans son coin. Le travail de doctorant, tout comme celui de consultant, est quelque part un petit peu solitaire, dans le sens où même s'il peut y avoir un directeur de mission, etc., on va chez le client, pas avec une équipe, hein, mais souvent seul, enfin, en tout cas en routine, une fois que la mission est lancée. Alors, je complète, ça dépend aussi du niveau de seniorité de la personne, parce que sinon, il y a quand même des accompagnements. Enfin, D'accord. il y a des dispositifs, généralement, c'est deux, trois personnes. Ça, j'ai envie de dire, ça dépend du profil de la personne, du sujet, de la seniorité. Mais Euh, donc l'autonomie, après voilà, la force de travail, j'en avais déjà parlé, mais c'est quand même quelque chose dont on a besoin en doctorat, qu'on développe et qui est attendu et nécessaire quand on se lance dans le métier de consultant. Le fait de résoudre des problèmes assez complexes, hein, d'avoir plusieurs éléments à avoir en tête et à combiner en fait avant de prendre une décision. La capacité, donc là, est nommée rapidité d'apprentissage, parce qu'effectivement, en fait, si le sujet n'est pas nouveau ou a déjà été traité au travers d'une autre mission, le client est différent, la situation est différente, il y a énormément de nouveautés, ou tout simplement aussi le sujet, hein, quand on creuse un tout petit peu, finalement, aucun sujet ne se ressemble tout à fait. Et il y a toujours il y a toujours nécessité peut-être d'apprendre, et la capacité d'apprentissage, elle est clairement développée en doctorat, et notamment la gestion du stress qui va avec. C'est-à-dire que il y a le syndrome de l'imposteur qui peut-être n'est pas inconnu pour certains. Voilà, plus j'en sais, moins j'en sais. Qu'on apprend, enfin, auquel on se frotte quand même plus ou moins au doctorat et qu'on apprend plus ou moins à gérer. Et finalement, dans dans le métier de consultant, c'est le cas aussi. Alors, je ne sais pas si mes collègues le nommeraient ainsi ou pourraient ouais, ce serait intéressant d'ailleurs à lancer comme discussion, le syndrome de l'imposteur. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai perçu en tant que consultante et même en entendant d'autres collègues et qu'en fait, on sait gérer, entre guillemets, via notre expérience de doctorat et qu'on continue du coup à développer comme compétence. Et puis, bah, surtout, la capacité d'analyse et de synthèse aussi, avec même d'autres outils d'analyse ou d'autres mêmes outils de collecte ou d'autres savoir-faire, notamment, par exemple, je pense à la conduite d'entretien, à la construction des questionnaires, la formulation des questions, euh, ou en tout cas, voilà, en sciences sociales, on est assez bien formé. Et puis, ouais, la capacité d'analyse, notamment même statistique ou voilà, analyse des discours, euh, qu'on développe également en doctorat et qui est utile au travers des missions parce qu'il y a souvent, bien souvent, une phase de diagnostic qui passe par des entretiens, par des observations, par des questionnaires. Il y a généralement dans toutes les missions forcément une phase de diagnostic et pour laquelle en fait le doctorat me permettre d'avoir développé les compétences nécessaires, voire même en fait de, de- d'améliorer entre guillemets les outils qui peuvent être utilisés, proposés durant les diagnostics. Voilà ce que je pouvais dire sur cette slide. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si Gertiga, tu veux compléter. non, bah, je reviens peut-être un peu en arrière. Tout à l'heure, on parlait de l'esprit critique. Je reviens du coup sur, alors, c'était peut-être sur, par exemple, sur ces exemples-là, mais par exemple, on a accompagné un acteur de l'agroalimentaire, donc Bail, sur les sujets de diversité, équité, inclusion. Et donc, aussi, enfin, voilà, dans le rôle du consultant, c'est aussi bah, justement définir ces termes-là. Qu'est-ce qu'on met derrière cette étiquette-là? Parce qu'en fonction des uns et des autres, la définition et ce qu'on y inclut n'est pas la même. Donc ça, je pense que ça rejoint aussi les travaux de recherche parce qu'on définit les termes. Voilà, et qu'on se met avant même Oui, ne pas de foncer rentrer dans tête le baissée sujet et porter exactement. une attention particulière à la signification des termes. Et d'ailleurs, autre point que je n'ai pas souligné tout à l'heure, c'est la capacité d'adaptation qu'on développe en doctorat parce qu'en fait, on a plus ou moins l'habitude de parler de son sujet à différents interlocuteurs, hein, à naviguer entre différents mondes, hein, que ce soit depuis notre sphère privée, si on est en test chiffre ou si à un moment donné on se retrouve à collaborer avec le monde de l'entreprise, ben, comment on interagit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la recherche, dans différents labos, si on enseigne ou pas, ben, comment on parle éventuellement de son sujet aux étudiants, à des étudiants. Et, euh, et du coup, en fait, on est habitué, réhabitué, c'est un grand mot. Peut-être que certains vont se dire, ouais, moi, je ne suis pas à ce stade de me sentir à l'aise de parler de mon sujet à différentes personnes. Et c'est OK, en fait. Mais c'est juste
au moins de s'être confronté à cette situation où, ah, oui, alors là, je ne suis pas face à telle personne, je peux pas, si je me mets à lui parler de manière trop technique, etc., ça va pas le faire, ou inversement, si je simplifie trop, ça va pas le faire. Et donc, de se confronter à ça et d'en avoir conscience. Et on développe aussi beaucoup la diplomatie, en fait. Pour moi, en doctorat, le fait de respecter, de prendre de la distance, de respecter le fait qu'il existe différents points de vue, différents cadres théoriques, mais en fait, de même de manière générale dans la vie, différents points de vue, différentes visions du monde, et, euh, et de faire avec, en fait. De faire avec et de respecter chaque point de vue et d'être toujours diplomate et, et accompagner et développer une relation de confiance, en fait, avec le client grâce à à ce regard, ça me semble faciliter, en fait. Du coup, via finalement le doctorat qui permet de développer cette attention, cette compétence, si on peut appeler ça comme ça. J'avance un petit peu, mais ça, n'hésitez pas à prendre le QR code, il y a toutes nos offres d'emploi. Et sinon, Marie pourra vous partager l'offre pour enfin, voilà, pour les profils doctorants qui sont intéressés par le métier de consultant. Peut-être pour revenir, il y aura un questionnaire aussi à la fin, n'hésitez pas à y répondre, mais peut-être pour conclure, parce qu'on arrive sur la fin peut-être de l'échange. Euh, Mélanie, toi, finalement, quelle est la différence de posture, effectivement, que tu peux avoir constaté entre le monde de la recherche et aujourd'hui en tant que consultante? Enfin, voilà, tu disais effectivement tout à l'heure cette sensibilité à pouvoir peut-être être mieux entendue, peut-être pouvoir accompagner au changement versus en laboratoire. Enfin, je te pose la question et peut-être voilà, versus les personnes qui nous écoutent. Ouais, bah, il y a clairement Les questions une différence de posture. En fait, il y a deux niveaux. C'est vrai que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, le fait de se sentir utile, de finalement développer et d'avoir une certaine force de travail qui permet de développer des choses qui, en fait, se concrétisent. Alors après, voilà, il faut les moyens en face. C'est plus ou moins réapproprié, donc c'est plus ou moins décalé par rapport à ce qu'on avait envie de défendre ou de proposer. Mais il y a vraiment cette position, même plus qu'une posture, qui favorise en fait le rendre utile des diagnostics, des missions qui sont réalisées. Euh, et puis après, en termes de posture, il y a vraiment il y a un pas de côté quand même à faire dans le sens où euh, on résout quand même à la fin des problèmes concrets, des préoccupations d'entreprise. C'est bien aussi de se fondre dans les catégories de langage utilisées par les entreprises et, euh, et de ne pas être focalisé qu'avec son regard de chercheur. Euh, il y a à un moment donné ce besoin de revenir à la réalité. Donc là, ça touche plus la posture, du coup, voilà, d'être en mesure de jauger aussi l'effort, parce que ne pas aller trop loin non plus, tel qu'on le ferait pour une recherche, mais en fait, s'arrêter un petit peu et se dire, est-ce que là, déjà, je, je réponds au client, je réponds à la demande du client, à son besoin, euh, et savoir, en fait, s'arrêter aussi. Et, et ouais, avoir une petite attention de porter à un moment donné sur, ben, enfin, non, ce n'est pas une petite attention, hein, c'est une grande attention à porter à, ben, en fait, répondre à la demande du client, quoi. Donc, développer quelque chose qui fait sens pour lui. Mm. Je pense que c'est important de le préciser. Enfin, voilà, moi, je passe des entretiens aussi avec des consultants qui ont pu faire des thèses. Et donc, effectivement, je pense que tout ce que Mélanie a pu vous partager, c'est aussi, enfin voilà, Mélanie trouve son compte aujourd'hui et certains d'entre vous sont peut-être attirés par ce métier, le type d'environnement, la posture, mais pour d'autres, peut-être que c'est une posture voilà, qui vous convient vraiment et c'est OK. Et donc, nous, l'objectif, c'est vraiment de voilà, vous inviter à vous poser des questions et de vous projeter voilà, dans ce que peut être le métier et ce que ça peut impliquer de bon ou de moins bon en fonction des uns et des autres. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est vraiment enfin, voilà, de vous répondre sans langue de bois et peut-être susciter des vocations ou au contraire, en tout cas, clarifier des projets professionnels dans un sens ou dans l'autre. Et peut-être ce que disait Marie aussi, c'est effectivement bah, pouvoir aussi créer des opportunités, ne pas hésiter à aller à la rencontre aussi des professionnels pour échanger sur ce qui est possible ou pas. Enfin, voilà, encore une fois, Mélanie, ça a été une création de poste et donc peut-être que même si chez Tenzing, il n'y a peut-être pas d'opportunité qui vous correspond, peut-être qu'il y en aura, mais peut-être que dans d'autres structures aussi, en fonction de vos aspirations, il y a des choses à créer conjointement. Donc voilà, c'est un peu aussi le sujet de notre échange aujourd'hui.
Il y a une question de Jessica qui dit merci déjà pour la présentation et pour les informations et qui demande si c'est possible de décrire en quoi consistent les tests en ligne. Alors, les tests en ligne, et donc là, c'est plutôt sur des profils consultants juniors. Donc, on a lancé notre campagne. Et donc, sur des profils, on va dire, plus expérimentés comme vous. En tout cas, c'est. Voilà. En tout cas, Mélanie, tu n'as pas passé les tests. Je pense que c'était dans un processus. Là, je vous parlais vraiment de façon générique, ce qu'on propose pour les jeunes. Donc, c'est des tests finalement qui vont aller tester la capacité rédactionnelle, d'analyse de données, euh, voilà, de relations clients. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va vous attendre en tant que consultant. Bah, je vais revenir peut-être un peu en arrière sur, on demandait tout à l'heure une journée type. Entre guillemets, les missions sont les mêmes, mais en fonction du sujet ou de la mission client, vous n'allez pas les faire dans le même ordre ou pas sur les mêmes sujets, mais ça va être ce que disait Mélanie, de la conduite d'entretien, faire des comptes rendus, faire des mails, faire des PowerPoint, de l'analyse de données, du Excel. C'est un peu souvent ce type de mission. La rencontre, bien évidemment, parce qu'il faut s'approprier l'environnement client, donc il faut aller sur le terrain. Mais c'est un peu toujours la même chose, mais sur différents sujets, à différentes phases, à différents moments. Et donc nous, à travers nos tests, vu qu'on a des parcours différents, on a enfin voilà, comme je disais, une diversité des parcours, il faut que les tests soient accessibles et compréhensibles au plus grand nombre. Donc je vais pas, voilà, c'est aller tester votre capacité rédactionnelle à travers ce qu'on pourrait demander à un consultant. C'est aller tester votre capacité d'analyse de données à travers une mission qu'on pourrait demander à un consultant. Donc, ce qui permet au candidat de se projeter sur, ah, ok, c'est ça qu'on va me demander, et nous sur finalement la réalité qui pourrait être celle du collaborateur chez nous. Donc voilà, et généralement, c'est sur des sujets qui font écho à Tenzing ou à un contexte client. Donc là, Merci. on a lancé la campagne de recrutement. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez éventuellement tester aussi voilà, le process de recrutement. Après, si vous êtes plus intéressé, enfin voilà, je pense que sur des profils comme les vôtres, le test n'est peut-être pas nécessairement à passer. Mais voilà, si vous êtes curieux, ça peut être aussi un moyen d'intégrer le cabinet. Je ne sais pas si ça répond à la question. N'hésitez pas à faire un retour si besoin de complément. Apparemment, ça répond. Merci en tout cas pour ces précisions-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Et te laisser encore 2-3 minutes pour une éventuelle dernière question, s'il y en a une. Ça n'a pas l'air. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de... Ah si, voilà ça. Une question. Est-ce qu'il est absolument nécessaire d'être sur Paris pour travailler à Tenzing? Ah, bonne question. Je n'habite pas Paris. J'habite à Troyes. Après, c'est vrai que c'est pas le modèle. Donc, j'habite à Troyes, oui, c'est pas forcément connu par tout le monde. C'est à 1 heure et demie en train. Voilà, je mets en porte à porte, je suis à peu près à 2 heures de trajet. Et donc, je fais du télétravail. Je viens 1 à 2 fois par semaine au cabinet. Mais c'est vrai que c'est un Alors, moi, je vais cas plutôt répondre. particulier. Vas-y, réponds, Kartiga, parce que voilà, ça. La règle, c'est en fait, il y a 2 jours de télétravail par semaine pour l'ensemble des collaborateurs. Bien évidemment, et je reprécise, votre lieu d'habitation, enfin, on est en tant que recruteur, là, je parle, enfin, il y a des critères de discrimination, hein, l'âge, le sexe, l'orientation, votre lieu géographique, etc. Ce ne sont pas censés être des points bloquants. Donc ça, il ne faut pas que ce soit un frein pour vous pour postuler. Après, là, je vous parle aussi de la réalité qui est la nôtre, c'est qu'on a 2 jours de télétravail. Il y a des contraintes qui sont liées au métier, donc c'est être chez le client, être au cabinet, enfin voilà, en fonction des impératifs. Donc nous, ce n'est pas bloquant dans nos modalités de recrutement. Par contre, oui, si vous habitez en Corse, effectivement, qu'il y a un impératif réunion, ça risque d'être plus compliqué que quelqu'un qui habite à 1 h 30 en train. Donc c'est quelque chose à avoir en tête, c'est est-ce que là où j'habite aujourd'hui, c'est compatible? Nous, en tout cas, c'est pas bloquant. On a quelques collaborateurs, plutôt collaboratrices, mais comme Mélanie, qui sont en région aujourd'hui. Par contre, s'il y a un impératif, elles sont en capacité de revenir sur Paris. Oui, ça, c'est un point important. Donc ça, c'est la réalité. Et la règle de télétravail, par contre, elle est la même pour tous. C'est 2 jours par semaine. Parce qu'il faut quand même créer cette cohésion d'équipe. Il y a des impératifs à aller chez le client. Donc ça, entre guillemets, on ne déroge pas. Après, on a des ambitions aussi de grandir et d'ouvrir une antenne en région, plutôt sur le sud-ouest et à Bordeaux. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc aujourd'hui, oui, l'antenne est plutôt sur Paris. Donc après, ça, c'est à vous, en fonction de votre vie personnelle, voir comment c'est compatible.
En tout cas, le choix est vôtre plutôt que pour nous. Mais après, nous, on a notre réalité et donc je vous la partage pour prendre votre décision en connaissance de cause. Eh bien, merci. Je pense que ce sera la dernière question, puisqu'il est déjà tard, on a déjà dépassé l'horaire. En tout cas, je voulais vous remercier personnellement, toutes les deux, pour toutes ces informations que vous avez pu transmettre, en espérant que ça a été utile aux doctorants. J'ai vu que vous aviez un QR code vers un questionnaire de satisfaction. Sachez que, il y a un mail qui est parti automatiquement hein, pour demander à chacun de faire un petit retour sur un questionnaire de satisfaction en parallèle. Donc, de toutes les façons, je vous retransmettrai les informations. C'est important si vous voulez bien prendre 2-3 minutes pour répondre à ces enquêtes de satisfaction. C'est ce qui nous permet de voir comment on peut améliorer nos services. Donc, c'est important de prendre ce temps-là, en sachant que vraiment, il y en a pour 2 minutes, même pas, quoi. Voilà, eh bien merci à tous, bonne journée, et puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Tout à Merci à fait. tous. Merci à vous. Merci Et puis, Marie. effectivement, n'hésitez pas, que ce soit sur LinkedIn ou à travers Marie, à poser vos questions complémentaires. S'il y en a d'autres qui viennent d'ici là, on y répondra dans un second temps avec plaisir. Ça marche. À Merci. bientôt. Au Oui. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.